Comment embarquer les TPE et PME dans la sobriété écologique? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre avec mes invités. 3 des 4 scénarios de l'étude de prospective transition 2050 de l'ADEME accordent une place clé à la notion de sobriété. Avec une conclusion, il faut repenser nos modes de consommation. Nous sommes ici en plateau avec Alban Godard, vous êtes directrice générale de la fondation Good Planet, fondée par Yann Arthus Bertrand pour ceux qui ne le sauraient pas. Nous verrons ensemble comment amener vers l'action les citoyens mais également les entreprises, parce que c'est ce qui nous amène à nous retrouver, puisqu'on est axé vraiment sur les TPE et les PME. Avec Lionel Canesi, vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Alain Di Crescenzo, président de la CCI France, et également François Asselin. François Asselin, vous avez dirigé l'entreprise, je ne sais pas si vous la dirigez toujours. Bien sûr que si. Oui. Vous dirigez l'entreprise Asselin SAS depuis 1993, et c'est une entreprise, ça m'intéresse beaucoup parce que j'ai une vieille maison à retaper, qui fait de la restauration. Est-ce que c'est pas une part importante de la sobriété écologique aujourd'hui que de réutiliser, que de réemployer que ce soit les vieux bâtiments, en tous les cas les matériaux? Est-ce que vous n'êtes pas dans la sobriété écologique depuis 30 ans? Si vous me lancez comme ça sur ce sujet, je vais pas vous dire l'inverse. Hein. Bien évidemment, pour plein de raisons. Alors d'abord, c'est une entreprise de charpente-menuiserie, dans la restauration, spécialisée dans la restauration du patrimoine. Déjà, le bois, c'est la seule matière première renouvelable. C'est important. Il faut qu'elle soit renouvelable si on respecte son cycle d'exploitation. C'est-à-dire que si on coupe tous les chênes lorsqu'ils commencent à avoir 50 ans, évidemment, on leur laisse pas le temps de grandir et de grossir. Hein. Mais c'est le cas dans notre pays. La forêt est importante en quantité et en qualité. Et lorsque, bien évidemment, on restaure le patrimoine, eh bien, on évite, entre guillemets, d'artificialiser de nouvelles parcelles. Hein. On maintient en vie quelque chose, eh bien, qui est une âme de notre pays, c'est la signature architecturale de notre pays. Et puis, ce sont des bâtiments qui vivent, qui ont une âme. Donc, oui, pour toutes ces raisons, nous sommes dans la sobriété. Revenons-en à... Merci pour ce pas de côté. Revenons-en à cette sobriété. Vous avez, Alain Di Crescenzo, vous avez réalisé en septembre dernier une grande enquête, si je ne m'abuse, une consultation des entrepreneurs avec un focus particulier sur l'énergie. Est-ce que les chefs d'entreprise aujourd'hui sont inquiets sur cette question d'énergie et sur l'utilisation, la sobriété énergétique qui en découle? Oui, enfin, toutes les entreprises sont inquiètes. Inquiètes parce que, premièrement, vous savez, on est souvent inquiet parce qu'on ne voit pas où on va. On sait que ça va augmenter, on sait que ça va augmenter très fort, et puis on voit pas jusqu'où ça va aller. Donc ça veut dire qu'il faut prendre des décisions, des positions maintenant, avec notamment beaucoup d'incertitudes. Les dispositifs aussi d'aide existent, et c'est bien, et surtout il faut les garder. Ils sont encore un petit peu complexes, et donc on a mis toute une panoplie de prestations au niveau des chambres de commerce pour venir donc soutenir nos entrepreneurs, pour détecter les dispositifs et prendre des actions. Sur l'inquiétude, écoutez, elle est avérée aujourd'hui, puisque on a regardé sur le panel des entrepreneurs que nous avons, on a à peu près 1 millier, parce qu'on fait des sondages périodiquement tous les mois. Donc globalement, on a moins de 10% des entreprises qui ont renouvelé leur contrat aujourd'hui parce qu'ils n'arrivaient pas à échéance. Sur les renouvellements, 92% d'augmentation en moyenne. Et là où nous, on est inquiets, parce qu'il faut dire la vérité, on est inquiets aussi, puisqu'on les représente, c'est qu'on a aussi sondé, par l'intermédiaire de ce même sondage qui date du mois de novembre, pour savoir quel était le seuil critique, si vous voulez, de criticité pour le montant de la facture énergétique. Disant, je ne pourrais pas rembourser, je ne pourrais pas payer, et je risque d'abîmer mon entreprise, c'est-à-dire, pourquoi pas aller jusqu'à la faillite. C'est 133% d'augmentation. Et toutes les simulations qu'on fait aujourd'hui, malheureusement, ce qu'on voit, ça va au-delà de 133%. Donc de l'inquiétude, mais l'entrepreneur est habitué à gérer l'incertitude et l'inquiétude. Donc on a des gens qui sont combatifs. Et nous, le boulot des chambres de commerce, c'est de venir les soutenir là-dessus. Et donc on va mettre à peu près 3000 personnes sur le terrain pour répondre à leurs questions et les soutenir dans leur démarche. Eh bien, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de Good Planet. Alban Godard, vous aidez les entreprises et les entrepreneurs dans cette question de sobriété énergétique et écologique?
Oui, j'aimerais revenir. Je pense que c'est extrêmement important d'avoir des idées, des grandes masses et des enjeux économiques. On parle d'enjeux écologiques, mais on a aussi des enjeux économiques qui sont fondamentaux là. Quand on regarde toutes les études qui sont sorties depuis 2006, le rapport Stern, mais aussi depuis l'année dernière où il y a eu beaucoup d'analyses économiques, on se rend compte que les coûts des dommages du changement climatique ont été évalués entre 5 et 20% du PIB par an. Il y a même certaines études qui vont jusqu'à 30% du PIB par an qui partiraient dans le fait de rembourser les coûts qui seraient causés par le changement climatique. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça représente, 5 à 30% du PIB qui partirait comme ça. Ça veut dire vraiment une transformation profonde de notre économie. Évidemment, un impact extrêmement fort sur toutes les entreprises. Finalement, en fait, quand on regarde bien, c'est aussi une étude qui avait été relayée notamment par Novetic, il y a le surcoût de la neutralité carbone d'ici 2050, il coûterait plus 1000 milliards de dollars par an par rapport aux politiques actuelles. Ça peut paraître énorme, sauf qu'en fait, l'argent, il est là, il est déjà là, surtout quand on regarde les subventions qui sont mises aujourd'hui sur les activités qui sont néfastes pour l'environnement. Aujourd'hui, dans le monde, les subventions pour les industries qui sont néfastes à l'environnement, elles sont à hauteur de 1800 milliards de dollars par an. Donc on compare ça aux 1000 milliards de dollars par an nécessaires à la transition environnementale. Finalement, c'est pas grand-chose. Je ramène au PIB. Ce qu'il faudrait pour investir, pour transitionner notamment les entreprises, aider les entreprises à aller vers une transition environnementale. C'est ce que vous faites avec MyPlanet. C'est exactement. C'est moins d'1% du PIB. Donc en fait, par rapport aux 5 à 20% du PIB que ça coûterait, c'est finalement pas grand-chose. Je reviens à ce qu'on fait en effet à la Fondation Good Planet. Nous, on est parti de ce constat-là et de se dire qu'il fallait absolument accompagner les entreprises parce que si on n'accompagne pas le tissu économique et les entreprises à aller vers la transition, il y a peu de chances que socialement on arrive à faire cette transition-là. Donc pour nous, c'est extrêmement important de les accompagner sous plein de formes différentes. Déjà, les aider à se poser la question de quel est leur pouvoir de transformation du système. Par ce qu'elles font, par l'activité qu'elles génèrent, comment est-ce qu'elles peuvent transformer ce système. Et une fois qu'on s'est dit ça, donc c'est en fait toutes les réflexions de politique RSE, en fait c'est important d'avoir des outils et d'avoir de l'aide notamment d'ingénierie parce qu'on n'a pas forcément, quand on est un spécialiste, une PME par exemple du BTP ou une PME spécialisée dans de la production agricole, on n'a pas forcément les capacités d'ingénierie ou la compétence pour faire par exemple un diagnostic environnemental ou un bilan carbone. Donc comment est-ce qu'on accompagne ces entreprises-là déjà à faire leur diagnostic pour savoir où elles sont et puis ensuite les aider à développer une stratégie pour se dire ok, je suis là, j'aimerais être à cet endroit-là, comment est-ce que je fais ce mouvement? On fait aussi beaucoup de sensibilisation des collaborateurs parce que c'est important de se dire, de ne pas rester au niveau de la stratégie et de se dire comment est-ce que j'embarque toute mon entreprise dans ce grand mouvement. Alban Godard, merci, mais vous n'êtes pas la seule à proposer des outils pour aider les entreprises. Bien sûr. Il y a d'autres professionnels, les professionnels du chiffre en l'occurrence, et vous êtes investi à l'Ordre national des experts comptables, parce que vous proposez, et vous avez soulevé cette question lors de votre dernier congrès, le 77e congrès des experts comptables. À cette occasion, vous avez souhaité proposer un plan en 3 étapes, basé sur 10 indicateurs, parce que vous aussi, vous souhaitez vous impliquer, vous êtes au contact des entreprises et des entrepreneurs en les aidant à travers ces 10 indicateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il retourne? Moi, je voudrais faire des experts comptables la profession en capacité d'évaluer l'impact écologique de l'activité économique. On a aujourd'hui des normes qui arrivent de l'international, que ce soit l'ISSB, que ce soit l'EFRAG, très complexes, qui touchent les très grandes entreprises, et on oublie les TPE-PME. Sauf que si on continue comme ça, ces normes très complexes, elles vont descendre par capillarité. Je suis sous-traitant, je fais un appel d'offres, et ça va être très complexe pour nos TPE. Plutôt que d'attendre ça, nous on préfère proposer des normes très simples. Ce qui est important, c'est pas de savoir si le bilan carbone de la TPE, c'est 3,212 tonnes de CO2. Si on est à 3, ça suffit, c'est la tendance. Comment on les acculture? Donc pour acculturer le dirigeant, il faut qu'il prenne conscience de l'impact écologique de son activité. Et donc là, on a sélectionné une dizaine d'indicateurs très simples, les kilowattheures d'électricité, les mètres cubes d'eau, les salaires des hommes et des femmes, ce qu'on prend sur le sol comme un mètre carré. Vous voyez, des trucs très simples, on a les données qu'on peut récupérer très facilement pour dire aux dirigeants, voilà, on lui explique ce qui se passe. Prenons un boulanger aujourd'hui. Est-ce qu'il est au courant
de sa consommation électrique. Oui, parce qu'il y a aujourd'hui le problème énergétique, mais avant non. Donc il faut qu'on soit capable de lui mettre le problème sous les yeux, donc c'est 10 indicateurs. Derrière, une fois qu'on a dit au boulanger qu'il consommait trop d'électricité par rapport aux concurrents ou par rapport à ses confrères qui ont la même activité, il faut aller faire un audit. Et là, on a plein d'organismes, les chambres de commerce le font, l'ADEME le font, le fait la CCI, les chambres de métier. Donc il faut faire un audit. Une fois qu'on a détecté que le four, par exemple du boulanger, consomme trop, qu'est-ce qu'il va faire qui va changer son four? Soit il a une conscience écologique, et il va le faire, mais je ne crois pas que ça va concerner beaucoup de monde, soit on l'aide. Et là, l'État doit investir dans les secteurs d'activité d'avenir, dans la sobriété aussi. Et là, on fait 2 propositions. La première, c'est une provision pour investissement durable, c'est-à-dire je n'avance pas l'impôt quand j'investis. Et la deuxième, c'est un suramortissement des investissements durables. Donc l'État investit pour accompagner les TPE-PME vers la sobriété. Des boîtes à outils, une aide, mais également une formation. Et ça, c'est le rôle de la CCI. C'est un des principaux rôles un des principaux rôles de la CCI, c'est de former, de sensibiliser les entreprises. Il y a des formations dans chaque entreprise. Vous proposez à une personne, à un salarié de venir se former sur les questions de sobriété écologique. Vous pouvez nous éclairer sur cet aspect-là? Peut-être, vous parlez de l'accompagnement de terrain que l'on fait, vous parlez de sensibilisation. Sur l'année 2021, on a sensibilisé 120 000 entreprises, d'accord, donc aux économies d'énergie, à la sobriété énergétique. Le plan, donc, il y a aussi de l'information. Vous savez qu'on a lancé une campagne, on a touché 20 millions de personnes, parce qu'on a eu l'objectif d'aider à faire ces 10% d'économie. D'ailleurs, on avait fait une statistique là-dessus qui démontrait que dès qu'on mettait le nez sur le compteur d'électricité d'un dirigeant d'entreprise, dont je fais partie, donc on faisait mécaniquement baisser donc la facture d'énergie. L'accompagnement, vous parliez des diagnostics, on en fait à peu près une vingtaine de milliers, et je vous donnais juste ce qui est la conclusion d'un diagnostic, c'est de faire un plan d'action. Et je vous donne le nom d'entreprise qui s'appelle Les Sources de Salsmat, qui a investi 300 000 €, qui fait 200 000 € d'économie par an aujourd'hui. J'en arrive, alors accompagnement, ce sont les points énergie, les visites énergie. Tout ça, c'est gratuit, on le fait avec l'ADEME, avec nos partenaires. Et sur la formation, sachez qu'aujourd'hui, globalement, dans toutes les formations, on forme 400 000 personnes chaque année. Il y a globalement toujours un volet environnement et énergie. Et vous parliez, vous, d'une formation particulière qui est une formation assez flash, qui dure globalement une cinquantaine d'heures, et on forme dans les entreprises, notamment dans les TPE, les référents énergie. Ce sont ces personnes-là qui vont diffuser les bonnes pratiques et qui vont faire en sorte que, à court terme, on puisse aller dans le sens de l'économie d'énergie, d'accord? C'est le bon sens, c'est un peu d'économie circulaire, c'est moins jeter, mieux traiter, etc., aux retraités. Et puis après, c'est ces mêmes personnes qui vont engager l'entreprise dans des investissements un peu plus long terme, et donc aidés bien sûr par l'État, par l'ADEME, etc., parce qu'il y a des aides là-dessus. On a recensé 84 aides, c'est beaucoup 84, aujourd'hui dans un site qui s'appelle lesaides.fr que nous maintenons, et donc on va les aider à investir à moyen et long terme. Voilà. Donc retenez globalement 400 000 personnes formées. Il n'existe pas de formation sans qu'il y ait un volet autour de l'environnement, ça n'existe pas. Notez qu'on forme sur l'environnement à peu près 3 à 4 000 personnes chaque année, des formations complètes, et des référents énergie. Donc on en a formé l'an dernier, je crois, 800. François Asselin, ça m'amène à rebondir auprès de vous et de vos adhérents de la CPME. Vous les avez sondés et vous avez été reçus lors d'un webinaire avec le ministre Bruno Le Maire. Est-ce que vous pensez que l'État vous accompagne, avec ce guichet unique en l'occurrence, à la hauteur de l'enjeu et des questions qui ne sont pas uniquement soulevées par cette crise climatique? Je pense que la guerre en Ukraine est également un accélérateur de l'interrogation liée à la sobriété énergétique. Bon, nous ne sommes pas des chasseurs de primes. Nous, on veut simplement continuer notre métier d'entrepreneur. Je crois qu'on a tous compris qu'il était en train de se passer quelque chose au niveau du climat. Et l'immense majorité des chefs d'entreprise sont convaincus que demain, il faut produire différemment qu'aujourd'hui. Donc là-dessus, on peut dire que l'action des environnementalistes, des ONG, est une grande réussite, et tant mieux. Parce que sur le fond, on est tous d'accord, et sur les objectifs à atteindre, on est tous d'accord. La vraie question aujourd'hui, c'est comment les atteindre. Alors, on a aujourd'hui effectivement cette crise énergétique qui est
qui finalement n'a rien à voir avec la transition écologique, mais qui est un accélérateur incroyable, parce que d'un seul coup, on regarde notre facture d'énergie là où, globalement, on ne s'y intéressait pas, quoi, hein. C'était un coût linéaire dans l'activité de l'entreprise, voilà, il était intégré dans les frais généraux, voilà, et là, d'un seul coup, ça remet en cause notre modèle productif, hein. La grande difficulté, c'est l'accélération de tout cela. C'est-à-dire que si on ne sait pas quand sera la fin du monde, on connaît tous notre fin du mois, hein. Et l'urgence aujourd'hui, c'est de tenir à la fin du mois, hein, tout en réussissant cette transition, hein, cette mutation qui de toute façon est inéluctable, hein. Alors, il ne faut pas se tromper sur la méthodologie. C'est pour cela que j'ai bien aimé votre approche. Ce qu'ont besoin les entreprises, les entrepreneurs, c'est d'accompagnement. Enfin, je veux dire, si vous leur mettez 137 indicateurs qui arrivent via les FRAG, tu l'as évoqué Lionel, et que par capillarité en dessous de 250 salariés, ça va toucher toutes les parties prenantes parce qu'on est tous à un moment ou à un autre clients ou fournisseurs les uns des autres, eh bien là, on va obtenir complètement l'effet inverse. C'est pas parce qu'on va remplir des tonnes de documents administratifs en cochant les bonnes cases au bon moment et l'envoyer à le bon organisme qu'on aura fait notre transition énergétique ou écologique. C'est lorsqu'on aura été accompagné pour savoir concrètement comment on y va, à quel rythme et ce qui est accessible ou pas, hein. Lorsque vous prenez par exemple, et là on est au milieu effectivement de la capitale, les ZFE, hein, on est tous convaincus que demain il va falloir s'occuper de véhicules zéro émission. Mais quand l'offre de véhicules utilitaires n'est pas disponible, n'est pas accessible, plus 50% d'acquisition, que vous manquez de bornes tout simplement pour recharger votre véhicule et que pendant que vous rechargez votre véhicule, si ça dure 1 heure, il va falloir payer vos salariés à attendre, eh bien votre modèle économique de l'entreprise, il s'effondre. Et là, c'est votre fin du mois. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est là où on a besoin collectivement, avec tout le monde, d'y arriver. Avant de revenir sur le data et la facture électronique dont vous êtes un ardent défenseur, et c'est un projet que vous portez, Monsieur Canesi, je vais vous donner la parole dans 1 seconde, mais je voudrais rebondir sur cet aspect également qui vous importe, sur la commande publique, qui constitue un puissant levier pour le développement durable. Oui. Et les acheteurs publics, eh bien, ils sont pas à la hauteur, selon vous. Non, pas vraiment, hein. C'est-à-dire que d'abord, vous avez toujours l'impact psychologique du prix, reste ce qu'il est, quoi, hein. Et on a beau avoir une notation à mémoire technique, hein, qui normalement doit prendre en compte tout ce qui concerne les sujets autour de la RSE, hein, donc la transition écologique, bien évidemment, l'environnement en fait partie. L'impact du prix restera toujours, un impact très fort. En clair, généralement, c'est même dans l'immense majorité des cas, lorsqu'on fait le choix entre une entreprise qui a une démarche vertueuse en matière de transition et une autre qui ne l'a pas, eh bien vous êtes plus cher. Voilà, hein. Moi j'ai toujours entendu, ça fait mon plus beau diplôme, c'est PME plus 30, hein. Voilà, et bien depuis 30 ans, j'ai toujours entendu des clients qui m'ont dit: Monsieur Asselin, vous êtes trop cher. Il n'y en a pas un qui m'a demandé si je transformais des bois issus de forêts éco-certifiées. Et pourtant je l'ai fait d'une façon volontaire depuis 20 ans. Personne ne m'a demandé si je faisais de la formation et de l'apprentissage, à quelle hauteur. Et pourtant on en fait depuis 60 ans dans l'entreprise familiale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout ça, voilà, on peut se draper dans des choses qui font plaisir à l'oreille, etc. Mais le jour où il faut prendre la décision et de se dire, oui, je choisis ce type d'acteur économique parce que effectivement, il répond aux critères vertueux. Là, d'un seul coup, il y a un petit peu moins de volontaires. Est-ce qu'il ne faut pas de la contrainte ? Alors, je vais réagir vraiment sur ce qui vient d'être dit. Moi, je suis tout à fait alignée. On va parler de la contrainte. Je pense qu'il y a un mot qui est important, qui est l'incertitude. Aujourd'hui, on rentre dans un monde où il y a une grande incertitude. Et pour un chef d'entreprise, avoir une accumulation d'incertitudes, c'est avoir encore une fois une contrainte et une pression supplémentaire sur la manière de finir, d'anticiper ce qui vient à moyen et à long terme et de finir le mois en effet. Donc, c'est comment est-ce qu'on accompagne aussi l'augmentation des incertitudes, notamment l'augmentation des incertitudes économiques. J'aime beaucoup ce que vous dites, en effet. Je pense qu'il y a une responsabilité de la puissance publique qui est immense, notamment et qui doit passer par les achats de la puissance publique, mais aussi de la puissance privée, notamment des grandes entreprises. La puissance on ne se rend pas compte de la responsabilité des achats, de la manière dont on écrit les cahiers des charges. En effet, toujours se dire que finalement, la note finale de choix d'une entreprise sera à 80% le prix, notamment quand on est une puissance publique, c'est se couper d'une capacité d'action qui est phénoménale. Je
rebondis aussi sur ce que vous disiez. Moi, je rêve d'un monde madame, où, est-ce en que vous fait, m'entendez on n'a plus un seul compte en banque et Ouais, super. finalement une seule comptabilité, donc, qui est une il comptabilité reste en quelques- euros 7 ou en minutes, comme dollars. vous pouvez voir sur la Mais table on se ronde. retrouve, quels Après, que ce soient les sera à niveaux, vous. au niveau de l'État, au Est-ce niveau que- des donc moi, je vous entreprises, vois au niveau bien, de l'individu, est-ce que vous avec pouvez 5 vous comptes en centrer banque. un peu plus Un par compte en rapport à banque en l'écran, parce que euros, vous êtes beaucoup sur voilà, le côté. celui qu'on a déjà. Un compte en banque en carbone, un compte en banque en biodiversité, Dans un l'autre compte en sens, banque ouais, voilà. ressources et un compte en banque sociale, qui nous permettrait en fait Un peu d'évaluer plus, si de c'est manière très possible. simple, comme notre niveau en euros, savoir Alors moi, je peux finalement pas vous l'impact entendre, mais positif ou j'imagine. négatif qu'on a sur le climat, la biodiversité, les ressources, le social, qui nous permettrait justement d'intégrer les démarches positives qu'ont les entreprises, les individus, les États, mais aussi les démarches négatives. Et une fois qu'on est à zéro ou en négatif sur un de ces comptes, eh ben c'est Parfait, quand on on est est un en peu mieux. négatif à Merci la beaucoup. banque. On est en dette. On est en dette. C'est extrêmement important de se dire qu'en fait, il faut pouvoir mesurer, montrer et contraindre quand on est en dette quelque part. Et aujourd'hui, on a besoin de sortir du système très simpliste dans lequel on est aujourd'hui, de la comptabilité uniquement en euros. Je pense que ça nécessite un changement de paradigme qui est important et qui est aussi, je pense, quelque chose qui est difficile, notamment pour les entreprises, de se dire comment est-ce que je sors du système dans lequel on est aujourd'hui, comment est-ce que j'invente autre chose et comment est-ce qu'on accompagne, nous, acteurs publics ou acteurs ONG, les entreprises à se projeter aussi dans un système qui soit différent. Voilà. Par exemple, cette idée de 5 comptes en banque, c'est une idée pour faire avancer le débat de comment est-ce qu'on imagine un autre paradigme, mais c'est vraiment fondamental. Alain Di Crescenzo, vous avez souhaité réagir à cette intervention. Oui, je suis d'accord pour l'accompagnement, la contrainte, si vous voulez. Je crois qu'il y en a suffisamment, enfin. François le dira mieux que moi, mais n'ajoutons pas trop de contraintes à des entreprises qui ont face à elles des situations extrêmement complexes, d'accord, et dans des conjonctures difficiles et après une crise Covid. Je reviens sur les acheteurs publics. Nous, on est établissement public. Et donc, on a d'abord balayé devant nos portes 80% de nos marchés. Ce qui remporte, c'est pas le poids économique, c'est la qualité. Les circuits courts sont introduits, c'est-à-dire l'empreinte carbone de ce qu'on achète, y compris des livraisons bien sûr, sont intégrés dans nos appels d'offres. Et donc j'ai une initiative avec Laurent Lescure actuellement qu'on lance. On avait fait ça, moi j'avais fait ça en Occitanie, à Toulouse, des clubs stratégie achat. Et on invite les acheteurs publics, on invite les acheteurs privés et on les éduque. Parce qu'il n'y a pas de fatalité. Il faut les éduquer, leur expliquer, et ça, on va le faire dans toute la France. Et puis après, il ne faut pas hésiter à montrer du doigt. Il faut montrer du doigt les gens qui ne jouent pas le jeu, parce qu'on ne peut pas tout vouloir dans la vie. On ne peut pas vouloir décarboner, on ne peut pas vouloir faire des circuits courts, on ne peut pas vouloir faire vivre la France, et après, au moindre incident, à la moindre difficulté, aller acheter au moindre coût ailleurs. C'est pas possible. Ça ne veut pas dire être en autarcie, ça veut dire bien comprendre les contraintes et bien savoir où on veut aller. Et donc on a cette mission aussi, nous, établissements publics, d'éduquer les acheteurs et publics et privés. Voilà Dans ce le que je veux tourisme, dire. par exemple, vous êtes un acteur, vous œuvrez pour éduquer le... Mais pas que le tourisme, Oui, surtout. c'est un exemple. Surtout, beaucoup sur les collectivités, simplification des appels d'offres, l'allotissement pour que tout le monde puisse répondre, y compris les petites entreprises, de façon à ce que, globalement, on arrive à faire travailler les écosystèmes, qui sont des écosystèmes responsables, et puis de temps en temps, il faut savoir payer un peu plus, parce qu'on va avoir de la qualité et du service. Mais est-ce que c'est pas un peu utopique? Excusez-moi, c'est l'offre et la demande. Non. Ça va automatiquement, vous l'avez soulevé, ça va augmenter le prix. On va aller Non, choisir ça s'appelle la cohérence en fait. Je pense que c'est ce que vous expliquez, c'est la cohérence et c'est fondamental d'être cohérent. Et puis il faut éviter d'opposer économie et écologie. Parce que le gros problème est là. On demande aux entreprises de faire des pas de géants qui vont mettre à mal leur modèle économique. Mais François le disait très bien, à la fin du mois, et à la fin du mois, il faut être capable de payer ses salariés, de se payer, de faire vivre sa famille. Donc il faut qu'on arrive par des petits pas à acculturer les entreprises et à les faire aller avec des plans sur une longue durée pour y arriver. Ou sinon, ça ne marchera pas. Si on fait sur du trop complexe ou qu'on dit aux routiers, demain tu peux plus faire ton camion, il faut qu'il s'arrête, c'est pas possible. Donc il faut arrêter d'opposer écologie et économie, et c'est ce qui se passe en ce moment. Parlons data et durabilité, Monsieur Canesi. Le Conseil national de l'ordre des experts comptables, vous avez une démarche volontariste et vous portez cette idée que voilà, maintenant les factures se feront de façon dématérialisée et ça amène à de nouveaux challenges, que ce soit la sécurisation des données, mais c'est également, là aussi, on parle de décarbonation, on parle de sobriété écologique, moins de transport de papier, moins d'utilisation de papier. C'est un projet que vous portez et est-ce qu'on peut dire que
à l'orée 2024, on aura une facilité d'utiliser la facturation électronique? Alors, c'est un projet qui est porté par la DGFiP, par Bercy. Avec vous, quand même. Oui, nous, comme on accompagne 3,5 millions de TPE, PME, on y va. Et puis c'est aussi des simplifications pour les entreprises, donc ça va faire gagner du temps, ça va aussi faire gagner de l'assiette fiscale, ce qui n'est pas une mauvaise chose aussi sur la fraude à la TVA. Et puis derrière, ça devrait nous permettre de collecter des données encore plus rapidement pour être en capacité de conseiller nos clients encore plus vite. Parce que plus on a l'information en amont, plus le conseil peut être pertinent. Quand on parle de prévention de difficultés des entreprises, on va pouvoir avoir des signaux faibles bien avant, de façon à devenir, moi, ce que j'appelle des experts comptables augmentés, des hommes du futur, pour prévoir le futur des entreprises, pour accompagner les dirigeants. Et puis le fait de collecter des datas va nous permettre aussi d'avoir de la comparabilité, pour pouvoir accompagner aussi les dirigeants. Je parlais tout à l'heure de l'exemple du boulanger. Si on n'a pas de données comparatives sur les autres, on ne peut pas guider. Et en fait, le chiffre a une valeur pédagogique immense, parce qu'il met la lumière sur le problème. Donc c'est ça l'avantage du chiffre. Moi j'espère que la V2 de la facture électronique embarquera les données extra-financières, ce qui nous permettra d'aller beaucoup plus vite dans l'accompagnement des dirigeants. Mais il faut aussi passer des paroles aux actes. C'est ce que nous avons fait par exemple avec notre congrès cette année, où on a fait le premier congrès éco-responsable. On a pris l'ensemble des postes du congrès, déplacements, déchets, carbone, et on a essayé d'être le plus éco-responsable possible. Il y a un exemple typique qui est celui de la moquette. Moi, quand on m'a expliqué que la moquette, sur un congrès comme le nôtre, elle était fabriquée, livrée, posée, déposée, récupérée pour être détruite, que c'est 1500 tonnes de carbone, on a dit stop, plus de moquette. C'est 1500 allers-retours Paris-New York en avion que nous avons économisé. Alors il y a eu des freins en interne, il faut former, il faut pousser, mais je crois qu'il faut qu'on tous collectivement, comme le colibri, on fasse notre part pour faire bouger les lignes. Tu vois, Lionel, tu mets du parquet massif, ça fait 150 ans qu'il est là, il était... le bois, toujours le bois. Ben voilà. Voilà, vous parlez pour vous et pour votre boutique, mais ça me permet de rebondir sur cette dernière question, sur le mécénat. Vous souhaitez qu'on développe le mécénat climatique. Peut-être que les entrepreneurs, peut-être que l'ordre pourrait vous accompagner dans ce mécénat. On est ici, ça ne représente que 7% du mécénat, le mécénat climatique, et vous en appelez à plus d'efforts. Oui, on a sorti une tribune hier, justement, pour appeler à un collectif d'ONG, pour appeler, c'est une autre façon, en fait, d'agir et de s'acculturer aussi en tant qu'entreprise. Et on a l'impression que le mécénat ou la philanthropie n'appartient qu'aux grandes familles ou aux grandes entreprises. En fait, il faut bien avoir en tête que 96% de la philanthropie, aujourd'hui, vient des petites entreprises. En fait, c'est vraiment pour les petites entreprises une autre façon aussi d'agir de manière positive, notamment sur l'environnement, mais aussi sur plein d'autres causes. Et nous, ONG environnementales, on appelle les entreprises, qu'elles soient petites ou grandes, à augmenter le part de mécénat environnemental. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en fait, dans la philanthropie française, il n'y a que 7% de la philanthropie qui va vers les enjeux environnementaux, que le défi environnemental, c'est quand même le grand défi du siècle, je pense qu'il n'y a plus besoin de l'expliquer aujourd'hui, et que pour les entreprises, c'est aussi, mine de rien, une très bonne façon de, à la fois, apprendre de nouvelles pratiques, parce que, mine de rien, il y a un degré de compétence et d'innovation dans les ONG qui est extraordinaire sur l'enjeu environnemental. Et c'est aussi une autre façon, au-delà de la formation un peu plus classique que nous on propose aussi et qui est extrêmement importante et qu'il ne faut surtout pas négliger, au-delà de la transformation des modèles économiques, comment est-ce que dans une réflexion plus globale et plus sociétale, un entrepreneur peut aussi, par du mécénat environnemental, acculturer lui-même ses employés par des projets portés par des ONG. Madame Godard, Monsieur Canesi, Monsieur Di Crescenzo, Monsieur Asselin, merci de nous avoir éclairés de vos beaux conseils.